Quid du frottement de l'air sur l'avion? Nous avons un avion qui vole et il y a 4 forces qui s'appliquent sur cet avion. La force de gravité qui a tendance à le faire tomber, la propulsion de l'hélice qui a tendance à le faire avancer, et 2 forces qui s'opposent à la chute de l'avion et à la progression de l'avion, c'est respectivement la traînée et la portance. La traînée et la portance, ce sont des forces dues à l'écoulement de l'air autour de l'avion. Et ces 2 forces augmentent avec la vitesse de l'avion. Il faut savoir que si l'avion ne bouge pas, la traînée et la portance vont disparaître, et donc un avion qui n'avance pas, eh bien, il n'a plus de traînée, mais il n'a plus non plus de portance, et donc il va chuter. Alors, ces forces, elles s'expriment de la manière suivante. À haute vitesse, elles sont proportionnelles au carré de la vitesse. Et à basse vitesse, elles sont proportionnelles à la vitesse. Alors, fondamentalement, comment est-ce que ça s'écrit? De la manière suivante. Regarde. FD, on a un avion qui avance avec une certaine vitesse V, et à force de traîner, elle s'oppose à la progression de l'avion. On écrit FD pour drag, et il y a une constante ici, 1 demi CD ρ à V, constante qui dépend de la vitesse, de la norme de la vitesse, et du vecteur vitesse ainsi. Vous voyez, il y a un des vecteurs, un des V avec une petite flèche et le signe moins qui exprime que la force est opposée en direction à la vitesse. Et puis, on a un V sans la petite flèche, et ça c'est la norme de la vitesse. Donc la norme de FD, si on écrit maintenant en termes de norme cette relation, on va obtenir FD égale 1 demi CD ρ V carré. Ça, je n'ai pas mis de petite flèche, et c'est l'expression en termes de norme. Alors on remarque que quand la vitesse de l'avion est élevée, le coefficient de proportionnalité K, il est linéaire, il est proportionnel à la vitesse, tandis que à basse vitesse, la force de résistance est simplement proportionnelle à la vitesse. Alors, comment expliquer l'expression complexe qu'on a à haute vitesse? Ça s'écrit comme ça, regarde. On écrit que FD est égal à 1 demi. Le 1 demi, il est un peu folklorique, on va dire. CD à ρ V carré. CD, c'est un facteur de forme de l'objet qui avance, facteur de forme de l'avion. A, c'est l'air projeté du corps en mouvement. Et ρ, c'est la masse volumique du fluide. Alors, d'une certaine manière, on peut comprendre ça. Plus la masse volumique du fluide est importante, plus il va exercer une force de résistance au mouvement d'un objet. Quand il s'agit de se déplacer dans l'eau, c'est plus difficile que de se déplacer dans l'air, parce que la masse volumique de l'eau est nettement plus importante que la masse volumique de l'air. Alors, le facteur de forme, l'air projeté,
Ça signifie quoi? Ben, l'air projeté, c'est si on doit déplacer dans la mer un objet et qu'on le présente dans cette forme-ci, qu'on le déplace avec une vitesse v comme ceci, ou qu'on le met dans l'autre sens, on peut imaginer que c'est un bateau, et bien si on présente une aire importante, cette surface-ci, ou la surface ici, en bleu, eh bien, on va observer que plus cette aire est importante, plus la force de traînée va être grande dans ce cas-ci par rapport au cas où on le met dans un bon sens. Alors le facteur de forme. Mais le facteur de forme, c'est l'aérodynamisme du profil. Vous savez, les voitures modernes, elles sont caractérisées par un profil aérodynamique, comme ceci. De manière à permettre que l'écoulement de l'air se fasse de manière relativement harmonieuse pour éviter, pour contourner la voiture qui avance. Par contre, si tu imagines un design un peu plus historique, comme ceci, avec une voiture qui se présente comme ça, ben l'air va avoir beaucoup plus difficile, il va rencontrer la voiture de cette manière-ci, là, boum, ça va être beaucoup plus dur. Et donc cette caractéristique, on dit qu'on a une voiture avec un bon CD, coefficient de frottement. On parle parfois aussi de CX. Et celle-ci, elle a un mauvais CD. Et donc en fonction de la forme de l'objet, si l'objet est profilé, si l'objet est bien profilé, l'air va pouvoir contourner l'objet quand l'objet sera en mouvement. Si l'objet est mal profilé, ça va nécessiter davantage d'efforts. Et donc, le CD est un facteur clé pour calculer ce facteur de forme et donc augmenter ou diminuer la force de traînée. Le D, c'est, je vous le rappelle encore, il est mis pour drag, la traînée en anglais. Ok? Alors, évidemment, comment est-ce qu'on a obtenu ces expressions? Ces expressions, ce sont des approximations. En pratique, il est possible aujourd'hui de calculer l'écoulement de l'air autour d'un cycliste ou autour d'une voiture de Formule 1. C'est un écoulement compliqué, il faut des super ordinateurs pour le faire. Et c'est à partir de ces calculs ou d'expériences réalisées qu'on a obtenu ces expressions approchées de la force de traînée de l'air sur un corps en mouvement. Alors, on va donner encore un petit exemple de choses, de l'effet de l'air sous le mouvement d'une voiture ici en déplacement. Si on observe bien, les voitures de Formule 1, elles sont faites de manière très légère et très profilée. L'idée de base, c'est de réduire l'inertie et d'avoir le minimum de traînée, de frottement par rapport au déplacement de la voiture. Mais l'inconvénient, c'est que si la voiture est très légère, elle aura une très petite force normale. Or, on veut aussi qu'il y ait du frottement entre les roues et la voiture pour qu'elle ait une bonne tenue de route. Alors, une manière d'augmenter la force normale sera de mettre des ailerons qui n'auront pas pour but de faire voler la voiture, mais qui auront pour but de plaquer la voiture sur leur sol pour augmenter la force normale. De manière imagée, on va avoir maintenant la portance qui va plaquer la voiture sur le sol, tout ça afin d'augmenter la force normale. Et comme disait, paraît-il, Enzo Ferrari, l'aérodynamisme, c'est pour ceux qui ne savent pas construire un moteur, mais ça peut être très utile. Alors la friction, ça a évidemment aussi un impact sur le tir d'un obus. Vous voyez la petite flèche rouge? C'est la force exercée par l'air qui s'oppose au déplacement de l'obus. Ici, quand l'obus monte, la force de traînée, elle est là. Ça, ce sont les forces de traînée
s'oppose au mouvement de l'obus. Et on voit bien que c'est un vecteur qui est opposé à la vitesse de l'obus. Si je dessine ici la vitesse de l'obus, elle est ainsi. Ça c'est V, ça c'est V, et en rouge, c'est FD. Et voyez que quand l'obus monte, FD s'oppose à la montée de l'obus, et quand l'obus redescend, FD s'oppose à la redescente de l'obus. Alors maintenant, reprenons notre problème de chute libre sans traîner. Vous vous souvenez, masse fois l'accélération, la dérivée de la vitesse, était égale simplement à la force de gravité, et donc on avait une accélération constante et une vitesse qui était égale à moins gt, qui, avec une vitesse initiale positive, descendait de manière linéaire. Maintenant, on va ajouter la force de traînée. Vous voyez, on a ajouté un terme rouge additionnel. Ça, c'est la force de traînée. Et la force de traînée est proportionnelle à moins gamma v de t. Maintenant, la difficulté, c'est que l'accélération n'est plus une constante. L'accélération, il faut résoudre une équation qu'on appelle une équation différentielle ordinaire. C'est une équation où on a comme solution une vitesse, une fonction vitesse de temps, du temps, donc une fonction du temps, et qui doit satisfaire cette relation. Alors en spécifiant que la vitesse initiale vaut 0, on obtient une vitesse qui est une solution exponentielle. Donc on voit que la vitesse ne va pas devenir de plus en plus grande avec le temps, elle va tendre vers une valeur critique progressivement, et donc à un moment donné, on va atteindre une vitesse critique. Alors comment est-ce que j'ai trouvé l'expression de la vitesse? Il faut résoudre une équation différentielle ordinaire, c'est un peu compliqué, on ne va pas vous demander de faire ça. Par contre, ce que vous devez être capable, c'est de vérifier que la solution que je vous ai donnée est la bonne. Regarde, je prends mon équation différentielle, je vais la réécrire. Donc, j'ai la masse fois la dérivée de la vitesse, dv dt sur dt, ça c'est l'accélération, est égale à la force constante de gravité moins gamma v de t. Et si je te dis que la vitesse a l'expression suivante, que v de t est égal à mg sur gamma, ouvrez le crochet, exponentielle de moins gamma t sur m moins 1, j'observe tout de suite que v de 0 est égal à 0, parce que l'exponentielle de 0, ça vaut 1, et 1 moins 1, ça vaut. Alors maintenant, je vais calculer dv dt. dv dt, il faut dériver cette expression, dv dt, ce qu'on écrit aussi en termes mathématiques comme étant v' de t. Ça, c'est quoi? C'est mg sur gamma. Tu vois, c'est pas bien compliqué. Mg sur gamma. Et puis maintenant, il faut dériver exponentielle fois une constante. Et bien ça, c'est quoi? C'est moins gamma sur m exponentielle de moins gamma t sur m. Et maintenant, je vais prendre cette expression-ci et la mettre ici. Et je vais prendre cette expression-ci et la mettre ici. Et qu'est-ce qu'on va observer? On va observer simplement que cette équation est bien simplifiée. Donc tu écris m. Alors ici, on peut faire quelques petites simplifications. On voit bien que le gamma
se simplifie avec le gamma, le m se simplifie avec le m. C'est pas pour rien qu'on a écrit exponentielle de moins gamma t sur m. C'est pour avoir ces simplifications. Et on met la dérivée. Donc ça c'est g et l'exponentielle punch 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 est égal à moins mg moins gamma, et on prend l'expression de la vitesse. Donc ici c'est mg gamma exponentielle de punch punch punch, et puis le terme avec le 1 qu'on va distribuer. Oui, on va le faire lentement, sinon tu vas trouver que c'est trop compliqué. Donc on va mettre ici crochet comme ça, moins 1. Et donc ça, on peut l'écrire encore comme étant moins mg exponentielle de punch punch punch. Ok? Moins 1 plus mg. Là, il y a un petit moins que j'ai oublié, parce qu'il y avait un petit moins là. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que ce terme-là va se simplifier avec ce terme-là, et que ce terme-ci va se simplifier avec ce terme-ci. Et donc on voit que la solution que j'ai écrite, c'est bien la fonction telle que la loi de Newton ici en haut. Tu vois, cette expression-ci est satisfaite. Et donc, ceci, non, c'est pas joli ça, on va le refaire mieux. Ceci est la solution de l'équation différentielle que constitue la loi de Newton. Celle-là. Ok? Et donc tu vois, la loi de Newton, maintenant, ça consiste à trouver une fonction, une vitesse en fonction du temps, qui satisfait cette équation, qui fait intervenir la vitesse et la dérivée de la vitesse. Et ça, c'est une équation différentielle. C'est une équation dont la solution, c'est une fonction. Ah, pas si facile que ça. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut remarquer qu'à un moment donné, la vitesse a tendance à devenir constante. Si la vitesse devient constante, eh ben, il n'y a plus d'accélération. Et on peut trouver ce qu'on appelle la vitesse limite, qui vaut dans ce cas-ci mg sur gamma. Mg sur gamma, c'est la vitesse qu'on atteint quand le temps tend vers l'infini. Si le temps tend vers l'infini, l'exponentielle de moins l'infini tend vers 0, et on obtient mg gamma. Évidemment, on peut calculer les vitesses limites d'un certain nombre de corps qui chutent, et ça dépend évidemment de beaucoup de choses, du facteur de forme, et donc on voit qu'un parachutiste en chute libre, en fonction qu'il ait une position verticale, une position de l'anche, aura une vitesse plus ou moins élevée, hein, que le parachutiste, il va avoir avec un parachute une vitesse nettement plus basse qu'en chute libre, que la balle de tennis va évidemment aller moins vite que la balle de baseball et que la balle de golf. Et donc on peut avoir les vitesses limites d'un certain nombre de corps tels que j'ai été le chercher dans le livre de référence. Alors comment est-ce qu'il est possible de diminuer la traînée? Eh bien, il est possible de travailler par exemple sur l'aire du corps projeté sur le plan perpendiculaire du mouvement. Et donc quand tu es en vélo, si tu essayes de diminuer l'air projeté en te plaquant sur le vélo, eh ben, la force de traînée sera plus faible. Et c'est ce que font les cyclistes. Et donc voilà, maintenant, tu vois que réduire le CD, c'est quelque chose qu'un cycliste, intuitivement, fait
de manière naturelle pour essayer de réduire sa prise au vent. Alors, nous arrivons maintenant à la conclusion de cette petite histoire sur les forces de frottement. Donc on voit que globalement, les forces de frottement tendent à s'opposer au mouvement relatif de deux corps. Ouais, parfois, c'est pas toujours comme on y pense, mais c'est bien les forces de frottement tendent à s'opposer au mouvement relatif de deux corps. Entre deux solides, on distingue le frottement statique et le frottement cinétique. La norme de la force de frottement est dans ce cas indépendante de la vitesse et proportionnelle à la norme de la force de contact normale. Par contre, la force de traînée due à l'écoulement d'un fluide autour d'un cylindre, d'un solide, dépend de la vitesse et de la forme et de l'orientation du corps. Lorsqu'on les fait tomber un corps dans un fluide, on tend vers une situation où la traînée et la force de gravité s'annulent et on atteint à ce moment-là la vitesse limite de chute. Voilà, c'était la fin de cette histoire. Maintenant, tu connais tout, enfin quasiment tout, sur cette force un peu mystérieuse, la force de frottement.